télévision Espoir 47, mesdames, messieurs, bonjour et merci d'être au rendez-vous pour le grand jury de ce mardi. Et pour commencer, je vous signale qu'ils sont encore là, les deux confrères pour le débat, Yves Gallet, le directeur de publication du journal La Symphonie, et Roger Azondiani, le directeur de publication du journal Le Dauphin et du site d'information, le rédacteur libre.info. Et avec le centre d'intérêt, les réformes. Nous allons commencer avec la une de votre journal, La Symphonie, qui a paru hier. Yves Gallet. Oui, bien sûr. Bon, c'est vrai que tous les journaux qui ont paru en début de semaine ont traité de l'actualité bouillonnante relative à la politique, notamment ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale le vendredi passé, et relativement à l'examen du projet de loi envoyé par le gouvernement. Et nous avons titré Réforme alternance entre navigation à vue, démagogie et velléité de coup d'État. Et nous avons sous-titré en aucun cas une polémique absurde. Donc nous sommes revenus largement sur ce qui s'est passé à l'Assemblée le vendredi. Et l'opposition qui était venue dans un esprit de refonte du projet de loi envoyé par le gouvernement pour retourner carrément à la rédaction de la constitution originelle de 1992, ce qui a provoqué des échanges très houleux, et à un moment donné, l'opposition parlementaire a claqué la porte. Mais le projet de loi, l'examen du projet de loi a continué, et la commission de loi a examiné presque tous les articles et a renvoyé l'examen de fond de ce projet de loi à un autre jour. Et nous avons appris que ce matin, normalement, les députés devraient retourner à l'Assemblée pour l'examen de loi en fond. Ce qui veut dire que le projet de loi va venir à la plénière pour être débattu, mais malheureusement ce serait sûrement en l'absence des députés de l'opposition qui par ailleurs appellent la population à une marche les 20 et 21 septembre, ce que nous pouvons le dire. Cette marche est inopportune parce que quoi qu'on dise, les réformes ne se font pas dans la rue. La rue peut exiger les réformes. La rue peut envoyer un message fort aux gouvernants pour les exhorter à faire les réformes. Mais la rue ne fait pas les réformes. Les réformes se font soit à l'Assemblée nationale ou elles peuvent être actées par un référendum. Ce qui veut dire que à l'Assemblée nationale, pour que la réforme envoyée par le gouvernement ou bien le projet de loi envoyé par le gouvernement soit acté, il faut normalement les 4/5 des députés pour faire passer la loi. Or, ici, nous avons UNIR qui a 62 députés, ce qui ne fait pas les 4/5, puisqu'il faut 73 pour faire 4/5. Et pour avoir les 4/5 là, il faut que l'opposition accorde 11 voix à UNIR pour faire les 73 pour aboutir à cette réforme. Mais l'opposition, visiblement, ne serait pas dans cette dynamique-là. Bon, maintenant, il y a la Constitution qui permet, dans le cas échéant, de recourir à une procédure qui aboutit à un mode qui aboutit à un référendum, c'est-à-dire qu'il faut les 2/3 des députés pour voter le projet de loi et envoyer ce projet de loi-là à un référendum. Ce qui veut dire que nous sommes en train d'aller vers un référendum parce que l'UNI dispose aujourd'hui de 61 députés et les 2/3 sont complètement acquis. Et donc aujourd'hui, peut-être jusqu'à la fin de la journée, ce projet de loi serait examiné. Et si effectivement les 2/3 votent ce projet de loi, ça veut dire que le peuple togolais se prépare à aller encore à un référendum. Or, pour aller à un référendum, qu'est-ce qui se passe? Le référendum, c'est juste une question qui se pose. Oui ou non? Il n'y a pas un débat de fond. Alors qu'à l'Assemblée, il y a possibilité pour l'opposition de discuter, d'échanger, d'aller dans la profondeur des choses pour tailler une loi qui répond réellement aux aspirations de tous les camps. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas parce que, qu'est-ce qui se pose? Il y a un problème en aucun cas. Le projet de loi introduit par le gouvernement, notamment l'article 59. Parce que, quoi qu'on dise aujourd'hui, quand on parle de réforme, c'est
la limitation des mandats et le scrutin à deux tours. Mais les trois articles envoyés par le gouvernement comme projet de loi, ces trois articles comportent ces dispositions-là. Il y a la limitation de mandat et puis le scrutin à deux tours. Bon, maintenant, la guerre est ouverte autour de l'article 59 qui porte limitation des mandats. Et là, le projet de loi du gouvernement dit le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Mais l'opposition veut une reformulation originaire de l'article 59 de la Constitution de 1992 qui ajoute à cette phrase « En aucun cas, nul ne peut exercer 2 mandats successifs ». En vérité, cette portion de phrase, nous avons dit que c'est une polémique absurde. Pourquoi? Parce que cette portion de phrase n'est qu'une paraphrase. Quand on parle de paraphrase, c'est le développement qu'on ajoute à un texte principal pour le rendre beaucoup plus clair. Ce qui veut dire que même si il n'y a pas en aucun cas là-bas, ce qui est sûr, tout président de la République n'aura à exercer qu'un mandat renouvelable une seule fois, il n'y a pas de problème. Mais si l'opposition n'est pas d'accord, autant faire des sacrifices pour concéder au moins ça et à la majorité aujourd'hui, pour que à l'avenir, c'est-à-dire dans un avenir très proche, en 2018, vous savez qu'il y a les législatives. Si l'opposition consent au moins à faire des sacrifices nécessaires aujourd'hui pour accepter ce que le gouvernement offre, elle a la possibilité en 2018 de faire des efforts pour rafler une majorité à l'Assemblée nationale et revenir à l'Assemblée en force, faire les modifications qui s'imposent pour avoir des lois qui leur semblent bonnes pour la République. Mais aujourd'hui, on n'est pas dans ce cas. L'opposition est dans une dynamique de départ immédiat de Faure Gnassingbé en voulant introduire en aucun cas là, en arrière-plan, c'est la rétroactivité de la loi qu'il veut faire agir pour faire partir dans l'immédiat Faure Gnassingbé. Mais ce qui paraît complètement absurde parce que quand on est dans une démocratie, c'est le respect des règles. Et les partis politiques, je ne vois pas comment un parti politique peut aller contre les institutions de la République parce que les partis politiques sont censés éduquer leurs militants à respecter les institutions de la République et à respecter les textes de la République. Oui, et Yves Gallet, il y a deux logiques qui se posent aujourd'hui. La logique de la mouvance qui continue l'étude du projet de loi au Parlement, comme vous venez de le dire, celle de l'opposition qui est dans la rue pour réclamer les réformes. Finalement, la question qui va se poser pour les Togolais, à quelle sauce notre pays va être mangé enfin? Oui, mais il faut que l'opinion elle-même se fasse la bonne opinion. L'opinion se fasse la bonne opinion de ce qui se passe. Quand vous vous rappelez encore en 2014, et le 30 juin 2014 à l'Assemblée, ce qui s'est passé, vous comparez cette scène avec ce qui se passe aujourd'hui, vous situez en toute objectivité quel est le camp entre l'opposition et le parti au pouvoir, quel est le camp qui ne veut pas de ces réformes. En 2014, il y avait un projet de loi du gouvernement qui proposait la limitation des mandats. Mais tout était bien parti pour qu'on arrive à l'opération de ces réformes quand l'opposition introduit le principe de rétroactivité de la loi qui était directement orienté contre Faure Gnassingbé pour l'empêcher de se représenter une nouvelle fois. Mais vous vous imaginez, au bout du rouleau, ce projet n'a pas pu passer, malgré tous les appels des uns et des autres pour amener l'opposition parlementaire à lâcher du lest et permettre à ce projet de loi de passer. On aurait pu, le 30 juin 2014, là, accepter que ce projet de loi se fasse sans y introduire le principe de rétroactivité que aujourd'hui Faure serait en train de terminer son premier mandat et en 2020 se présenterait pour son dernier mandat. Cela n'a pas été fait. Et tous ceux qui s'étaient inscrits dans la dynamique de soutenir ce projet de loi du gouvernement à l'époque étaient traités de tous les noms d'oiseaux par les opposants radicaux. Aujourd'hui, on est revenu encore en 2017 avec la même scène, la même attitude. Le projet de loi du gouvernement envoyé
exprime clairement la limitation du mandat à 2. Exprime clairement le scrutin à 2 tours. Mais aujourd'hui, l'opposition parlementaire revient encore à la charge pour imposer la notion de rétroactivité. Parce que quand ils insistent sur en aucun cas là, c'est la notion de rétroactivité qu'ils veulent encore introduire pour empêcher Faure Gnassingbé de se présenter. Mais il faut qu'on dise la vérité au peuple. La rétroactivité, franchement, c'est-à-dire en droit, le principe est clair. La loi dispose pour l'avenir. Même si, au niveau de la constitutionnalité, les juristes ont tendance à dire que le législateur peut fabriquer des lois qui disposent pour le passé et l'avenir, il faut reconnaître que les grands constitutionnalistes ont démontré qu'il est de mauvaise politique. Surtout si on est sur un terrain politique, il est de mauvaise politique de fabriquer des lois qui disposent et pour le passé et pour l'avenir. Vous voyez un peu. Mais aujourd'hui, on est dans cette dynamique. Mais moi, je ne veux pas aller même sur je ne veux pas mener ce débat sur le terrain de rétroactivité ou non de la loi. Je mène le débat là sur le terrain de la personnalisation de la loi. On ne crée pas des lois en personnalisant les dispositions. Ce qui veut dire que Faure Gnassingbé soit fils de Eyadema Gnassingbé, que Faure Gnassingbé ait déjà fait 12 ou 13 ans au pouvoir, on ne peut jamais fabriquer une loi qui prenne en compte ces paramètres-là qu'on oppose à Faure Gnassingbé parce qu'il est fils de Eyadema, parce qu'il a déjà fait 12 ans ou 13 ans. Non, la loi dispose pour l'avenir. Donc aujourd'hui, il faut que, en termes de réalisme et d'objectivité, que l'opposition refasse un examen de conscience et retourne à l'Assemblée pour faire voter cette loi-là, parce que c'est une occasion en or qu'ils sont encore une fois en train de voter. Et en ce faisant, vous imaginez, cette opposition est en train de retarder non seulement l'ancrage démocratique, l'ancrage de la démocratie au pays, mais aussi de retarder le développement de ce pays. Parce que tout ce temps de perdu, ça fait plus de 10 ans, et surtout ces 5 dernières années, la bataille autour des réformes est devenue plus âpre et plus accrue. Mais durant toutes ces dernières années, toute la lutte de l'opposition, c'est réforme, 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 réforme. Alors que l'opposition pouvait orienter sa lutte sur le volet social, par exemple, exiger que toutes les régions économiques du Togo soient dotées d'un hôpital de haut niveau, que les conditions des enseignants et le SMIG soient revus à la hausse, le salaire des enseignants, tout ça là. Mais cette lutte, elle laissée de côté. C'est les querelles politiciennes. Réforme, réforme, réforme. Et quand ce que vous demandez comme réforme, le pouvoir tend la perche, vous créez encore d'autres conditions pour noyer un peu l'élan de la partie majoritaire. Mais vous voyez, quand vous faites toutes ces lectures, vous avez l'impression que, en vérité, cette opposition a peur d'aller affronter Faure Gnassingbé dans les urnes et de le battre. Autrement, il devait facilement accepter le projet de loi là qui se dessine, et puis aller battre Faure Gnassingbé dans les urnes aux législatives de 2018, rafler la majorité, revenir à l'Assemblée, faire la loi comme ils veulent. En 2020, aller, même quelle que soit la nature de la loi que le pouvoir propose, en 2020, aller aux élections et battre Faure Gnassingbé, remporter la majorité des voix et aller à la présidence. C'est ça le problème. Et puis, il y a quelque chose qui est caché, que les gens n'arrivent pas à déceler pour le moment. Quand l'opposition prône mordicus le retour à la Constitution de 1992, il y a quelque chose que les gens n'arrivent pas à déceler, c'est que le projet de loi envoyé par le gouvernement limite à 2 aussi le mandat des députés. Alors que la Constitution de 1992 il limite les mandats des députés. Ce qui veut dire que les opposants dans leur rang aujourd'hui redoutent l'application effective de ces nouvelles dispositions introduites par le projet du gouvernement, parce qu'elles seront appliquées à eux et il y a un bon nombre de députés là-bas qui ne seront plus au Parlement prochainement. Ça, c'est un. Quand vous prenez la Constitution de 1992 même, vous savez, ce n'est pas une constitution aussi parfaite. Il y a
assez d'insuffisance dans cette constitution. Si vous prenez, par exemple, l'âge autorisé pour être candidat de la République, c'est 45 ans dans la constitution de 1992, alors que dans la nouvelle proposition, ou bien dans la constitution actuelle, modifiée, c'est 35 ans. Ce qui veut dire que si la constitution de 1992 était encore d'application, en 2015 par exemple, Jerry Tama ne pouvait pas être candidat de la République et être candidat à l'élection présidentielle parce que il n'avait pas 45 ans. Vous voyez un peu. Et les prérogatives du Premier ministre dans la Constitution de 1992 sont presque les mêmes prérogatives que celles du président de la République. Alors que le président de la République, c'est lui qui nomme le Premier ministre. Or, le Premier ministre est choisi dans la majorité parlementaire. Ce qui veut dire que si un jour il y a cohabitation, c'est-à-dire qu'au Parlement, il y a la majorité parlementaire qui est acquise et à l'opposition, et le président de la République est d'un autre parti, il y a cohabitation. En ce cas-là, le pays serait ingouvernable parce que le Premier ministre est de l'opposition. Il a les mêmes prérogatives que le président de la République. Et vous imaginez ce que cela donne. Bon, maintenant, Roger a parlé de quelque chose de pertinent. Il parlait de la diversité des revendications, APG, Constitution de 1992, des pas immédiats. Cela dénote même de la navigation à vue de cette classe de l'opposition, bien avant l'apparition de Tipi Achadam. Mais Fabre était l'apôtre de l'APG. L'APG. Il criait l'APG sans pouvoir mettre concrètement ce qu'il veut réellement dans l'APG. Parce que l'APG, c'est une ouverture générale. Il faut des dispositions clairement définies. Mais il n'a jamais fait de proposition dans ce sens. Il parle de APG. Mais depuis que Achadam a apparu avec sa fameuse constitution de 1992, rapidement, le discours a changé, l'option a changé. Il faut un retour à la constitution de 1992. Et puis, eux, ils ajoutent encore, en plus du vote de la diaspora, ils trouvent une nouvelle trouvaille, c'est départ immédiat de Faure Gnassingbé. Mais c'est dingue, c'est absurde. Vous ne pouvez pas vous lever un de ces quatre, un président élu démocratiquement, à près de 60% par les Togolais, demander son départ immédiat juste parce qu'il s'appelle un Gnassingbé, juste parce que son papa a fait déjà 38 ans, lui il a déjà fait 13 ans. C'est absurde, juridiquement ça n'a même pas de sens. Et je regrette que au rang de ceux-là qui promeuvent le départ immédiat de Faure Gnassingbé, qu'il y ait des intellectuels, qu'il y ait des professeurs de droit, des professeurs dans plusieurs disciplines, c'est-à-dire l'élite même du Togo, qui s'aligne derrière Fabre, parce que lui, il est mu par des intérêts politiques que lui seul, il sait, et les intellectuels s'alignent derrière lui pour faire de telles revendications. Cela n'a même pas de sens. Yves Gallet, on revient à votre une, quelque part, c'est écrit, puisque vous avez interviewé Guéry Tama du Net, et qui dit, et vous l'avez cité, je n'appellerai jamais à une rébellion populaire. À quoi ça a trait pour qu'il... Oui, il y a une révolution populaire. Vous savez que Guéry Tama s'inscrit dans la lignée de ces hommes politiques qui ont la tête sur les épaules, qui ont une vision, une analyse objective des situations politiques qui se créent, et donc cela leur a toujours attiré la foudre du clan radical de l'opposition, et il en est de même pour certains leaders comme Agbeyome, comme même Agboibo, qui entre-temps prenait position carrément en 2014 pour l'adoption du projet de loi introduit par le gouvernement. Et donc, Guéry Tama, nous lui avons tendu nos micros pour notre dernière parution, et on a abordé plusieurs sujets, notamment sur la question que vous posez, sur la révolution populaire. Vous savez que depuis un moment, les leaders d'opinion, je dis personnellement que c'est un aveu de faiblesse que de laisser les cadres de discussion réglementaires, de laisser les voies officielles pour passer à la présidence, c'est-à-dire au fauteuil présidentiel, de laisser toutes ces voies pour appeler le peuple
à la rébellion, à la révolution, et à l'insurrection, alors qu'on a les moyens d'aller affronter son adversaire démocratiquement dans les canaux requis. Donc, Djeritama, lui, il s'inscrit en faux, clairement en faux contre cette dynamique de révolution, d'insurrection, d'appeler, parce qu'il se dit que quand bien même lui, il a été candidat à l'élection présidentielle en 2015, qu'il n'ait pas pu gagner ces élections, et quand bien même il a remarqué qu'il y a eu des irrégularités, il a reconnu la victoire de Faure Gnassingbé, qui était à près de 60%, et donc il se voit mal aujourd'hui et aller sur le terrain d'appeler le peuple à une révolution pour mettre fin au mandat du président de la République démocratiquement élu. En tant que parti politique, il se dit qu'il a l'obligation de respecter les institutions de la République, parce que le président de la République est une institution de la République et il faut la respecter. Donc, aujourd'hui, le net dit clairement qu'il n'appellera jamais à la révolution populaire. Quand vous prenez une dernière sortie de Nicolas Lawson aussi, clairement, il a appelé à la révolution. Tipi Achadam, il appelle aussi à la révolution. Il est dans cette dynamique. Fabre, clairement, il exprime sa position sur l'insurrection du peuple, sur la révolution du peuple pour faire partie Faure Gnassingbé. C'est à cet effet qu'il a encore appelé, c'est-à-dire leur coalition de 14 partis politiques, ils ont encore appelé le peuple à descendre les 20 et 21. C'est en cela même qu'il faut redouter ce qui va se passer les 20 et 21, parce que, et vous n'êtes pas sans savoir, les 20 et 21 là aussi, il y a les militants du parti au pouvoir qui descendent dans la rue. Et donc, il y a de l'électricité dans l'air. Mais tout à l'heure, dans votre dernière intervention, vous avez failli me devancer par rapport à une préoccupation qui est celle-là. Et l'opposition est dans les rues ce mercredi et jeudi. Et ce n'est pas exclu que la mouvance présidentielle unie précisément soit dans la rue. Est-ce que ne devrait-on pas craindre des incidents? C'est justement ce point. Est-ce que vous... Oh oui, unir dans la rue pour appeler à la légalité, pour appeler au respect des institutions. Et contrairement à l'opposition, ils sont dans la rue parce que les leaders veulent le départ de Faure Gnassingbé. Et ils veulent utiliser le peuple pour arriver à cette fin. C'est-à-dire que pour arriver à la présidence de la République, il y a des voies démocratiques qui sont bien connues. Mais comme ces leaders sont incapables de passer par ces voies-là pour y arriver, ils veulent utiliser le peuple pour arriver à cette fin. C'est pourquoi il faut qu'on édifie le peuple par rapport à cette faiblesse criade de l'opposition qui s'exprime à travers le peuple, à travers l'appel du peuple à les soutenir dans leur vision, dans leur visée démagogique pour parvenir au pouvoir. Donc, il faut savoir que déjà les 20 et 21 là, il y a de l'électricité dans l'air parce que il y a fort à craindre, il y a des signes précurseurs, il y a des signaux, des indices qui annoncent des rivalités qu'on doit craindre dans les rues si les mesures de sécurité ne sont pas prises à la hauteur de l'événement. Je crois que les 20 et 21 là, on peut frôler le pire. C'est pourquoi déjà le ministre de la Sécurité, il a lancé les recommandations requises en ces circonstances en demandant à chaque responsable de se montrer vraiment responsable dans la gestion de leur foule. Donc, il faut dire que les 20 et 21 là, c'est vrai, il faut craindre que le pire n'arrive. C'est pourquoi, même dans le message des évêques, ils ont frôlé ce sujet pour dire qu'il y a des risques d'affrontement les 20 et 21, mais en vérité, le peuple togolais n'a plus besoin de ces affrontements-là parce que, à l'heure où nous parlons, la marche de l'opposition est inopportune aujourd'hui, puisque les raisons, les motivations réelles qui les poussent dans la rue sont déjà en train d'être étudiés à l'Assemblée nationale. Ils ont laissé ce cadre-là, ils ont boycotté ce cadre de discussion. Maintenant, ils se reversent dans la rue pour formuler encore les mêmes recommandations et appeler au départ de Faure Gnassingbé, ce qui est complètement illégal.